Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence spéciale pour la journée du 12 juin, journée nationale de sensibilisation au TDAH. Je suis Ciel Richard, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie et en TCC, thérapie cognitive et comportementale, mais je suis également membre fondateur et actuel secrétaire de l'Association des praticiens en thérapie cognitive et comportementale de Bourgogne-Franche-Comté, autrement dit la PTCCB. Donc, bienvenue à tous à nouveau pour cette conférence spéciale qui portera sur le thème du TDAH à l'âge adulte et plus précisément des relations amoureuses et de la thérapie de couple adaptée pour les personnes ayant un TDAH. Alors, il s'agit d'une conférence et non pas d'une formation. Nous organiserons des formations sur le TDAH auprès de l'APTCCB ultérieurement. Donc aujourd'hui, il s'agit davantage de faire une première sensibilisation sur ces deux sujets qui peut-être susciteront votre intérêt pour vous former par la suite avec nous. Alors, de quoi allons-nous parler? Eh bien, nous allons tout d'abord faire un petit rappel sur ce qu'est le TDAH et puis nous parlerons notamment du TDAH au féminin et de ses spécificités. Nous parlerons ensuite des impacts du TDAH sur les relations amoureuses et les relations de couple. Et enfin, nous parlerons des apports des TCC aussi bien sur le plan individuel qu'auprès des couples et nous parlerons bien sûr des adaptations nécessaires. Encore une fois, il s'agit d'une conférence qui a une visée de sensibilisation. Et si vous souhaitez par la suite vous former, eh bien, nous proposerons des formations au sein de l'APTCCB, aussi bien pour parler du TDAH chez les enfants, les adolescents, mais également chez les adultes et également pour parler du TDAH au niveau des couples et familles. Alors, petit rappel donc sur ce qu'est le TDAH. Tout d'abord, le TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, fait partie de la grande famille des troubles du neurodéveloppement. Donc, c'est un trouble persistant qui va se caractériser par de l'inattention et ou une hyperactivité ou impulsivité et qui va interférer avec le fonctionnement ou le développement. Alors, ça, c'est la définition du DSM-5. Et donc, comme je vous disais, on va retrouver notamment de l'inattention, donc qui peut être caractérisée par le fait que la personne ait du mal à prêter attention aux détails, qu'elle ait du mal à soutenir son attention au travail ou dans les jeux pour les enfants, qu'elle semble souvent ne pas écouter. Elle peut avoir aussi du mal à s'organiser, elle peut avoir du mal à mener à terme ses travaux, que ce soit travaux scolaires ou à mener à bien son travail au niveau emploi ou même à tenir à jour, tout ce qui va être autour des, documents administratifs. Et puis, souvent la personne va montrer également une aversion, pour tout ce qui peut être tâches qui nécessiteraient un gros effort mental ou, qui pourraient être perçues comme étant plutôt rébarbatives. Donc, la personne va également être à risque de perdre ses objets ou bien de les ranger dans des endroits qui sont inappropriés ou inhabituels. Et puis, elle peut facilement se laisser distraire par les stimuli externes ou les stimuli internes, comme par exemple ses propres pensées. Et puis, il peut y avoir également des oublis fréquents dans la vie quotidienne. Pour ce qui est de l'hyperactivité ou et de l'impulsivité, ça va se caractériser par le fait que la personne bouge souvent, qu'elle peut souvent se lever, elle peut courir, grimper partout, voire se mettre en danger et puis elle peut être incapable de se tenir tranquille dans les jeux ou les activités de loisirs qui, le nécessiteraient et puis elle va souvent agir, de façon impulsive, avoir du mal à s'autoréguler, à réguler ses comportements ou même, réguler ses émotions et puis également elle va agir comme si elle était montée sur ressort. L'hyperactivité, l'impulsivité, ça peut se retrouver également dans la façon de parler. Voilà, ça peut être des personnes qui vont parler beaucoup, qui vont parler assez souvent, ou d'après leur entourage, qui peuvent parler trop. Et puis également, ce sont des personnes qui peuvent répondre de façon impulsive, c'est-à-dire sans attendre forcément leur tour, et même parfois sans attendre que leur interlocuteur ait terminé de parler ou de s'exprimer ou de leur poser une question. Donc du coup, elles peuvent facilement interrompre l'autre. Et puis après, bah, l'hyperactivité, elle peut aussi se repérer au niveau cognitif, c'est-à-dire que la personne peut être rapidement débordée par ses propres pensées qui vont fuser dans tous les sens et qu'elle peut avoir du mal parfois à attraper et puis à arrêter. Alors,
On peut avoir plusieurs présentations pour ce qui concerne les personnes qui ont un TDAH. On peut avoir les personnes qui ont plutôt un profil inattentif, celles qui auront plutôt un profil avec de l'hyperactivité et de l'impulsivité. Et puis, il peut y avoir également les personnes qui vont avoir un profil un peu mixte, c'est-à-dire celles qui ont à la fois le profil avec de l'inattention et de l'hyperactivité slash impulsivité. Alors, comme je vous disais, il s'agit là en fait de la définition donnée par le DSM-5. Et le DSM-5, eh bien en fait, il a plusieurs limites. Alors, première limite, et qui est très régulièrement dénoncée, notamment par les personnes concernées et puis par les représentants des associations des personnes concernées par la neurodiversité dont le TDAH fait partie, eh bien, il s'agit du fait que le DSM-5 est beaucoup axé autour de l'aspect déficit. Alors, il faut rappeler que l'aspect déficit du DSM, il est logique car ça se base sur un référentiel médical. Alors, depuis une dizaine d'années, justement, à ce sujet, émerge l'idée du TDAH en tant que super pouvoir, entre guillemets. Alors, aujourd'hui, il ne sera pas question de résoudre le débat, puisque bah, d'un côté, on peut avoir cette revendication effectivement du TDAH comme étant plutôt un atout dans bien des situations. Et puis de l'autre côté, bah, il peut y avoir aussi des personnes qui très légitimement vont rappeler que le T de TDAH signifie trouble et donc qui peut avoir des limitations qui vont découler directement de l'aspect trouble. Alors, comme je disais, on ne va pas résoudre le débat aujourd'hui. Par contre, ce qu'on va rappeler, c'est que effectivement, le TDAH peut être considéré comme un atout dans certains contextes. Et sans doute qu'il y a de nombreux dirigeants d'artistes qui sont actuellement non diagnostiqués et pour qui justement bah, le TDAH dont ils sont porteurs sans forcément en avoir conscience peut avoir constitué un atout. Par exemple, ça peut les aider par rapport au fait de pouvoir prendre rapidement des décisions dans des contextes qui l'imposent. Alors après, il faut quand même se rappeler qu'il peut y avoir des limitations qui vont découler justement du TDAH et ces limitations qui peuvent être vécues également comme bah, des choses particulièrement frustrantes et pour la personne concernée et pour les gens qui sont autour d'elle. Alors, point important, c'est que même si on va se référencer là actuellement sur le DSM et donc sur cette approche plutôt médicale et avec ce côté très tourné sur les déficits, bah, lorsqu'on est en tant que thérapeute face aux personnes concernées, eh bien, on va plutôt se référer à une approche qui sera basée sur les forces de la personne et on va intégrer certaines des hypothèses, des modèles sociaux, en plus des hypothèses qui sont plutôt neurologiques, neuropsychologiques et médicale. Tout cela dans le but, évidemment, d'aider la personne à dépasser les obstacles, dans le but de la soutenir et puis de lui permettre de se réaliser. Voilà, par exemple, nous savons que les personnes qui ont un TDAH ont très probablement des cerveaux avec un fonctionnement différent de celui des personnes neurotypiques, ce qui va se traduire, bah, comme je le disais précédemment, par des difficultés au niveau attentionnel, une résistance plus faible, par exemple, aux distracteurs et puis à la régulation des impulsions. Mais en même temps, bah, ce qu'on va regarder aussi, bah, c'est, comme je parlais aussi précédemment, le fait que le TDAH peut parfois être considéré comme un atout. Et là, on regardera justement bah, sur est-ce que la personne, justement, elle s'appuie dessus pour pouvoir justement bah, contrebalancer certaines difficultés ou pour pouvoir bah, prendre des décisions plus rapides ou agir de façon plus rapide dans des contextes qui imposent des prises de décision et des prises d'action rapides. Les autres questions qu'on se posera également, c'est bah, est-ce que la personne, elle s'appuie sur d'autres compétences pour pouvoir nuancer les difficultés qui peuvent être liées justement ou qui peuvent découler directement du TDAH? Est-ce qu'elle s'appuie par exemple sur son intelligence? Est-ce qu'elle s'appuie sur ses compétences sociales? Et puis dans les autres questions qu'on se posera, il y a également bah, est-ce qu'il y a des moments dans la vie de la personne où ces particularités ont constitué directement des avantages? Et puis, est-ce que, au contraire, ces particularités peuvent constituer des facteurs de risque ou peuvent être la porte d'entrée vers des facteurs aggravants associés justement directement au TDAH. Alors, je pense notamment à tout ce qui peut être autour de l'anxiété, parce que les personnes qui ont un TDAH sont malheureusement plus à risque de développer un trouble anxieux, mais il y a également tout ce qui peut être autre comportement potentiellement délétère, comme par exemple les addictions, les épisodes plus traumatiques également, malheureusement, qui peuvent contribuer à renforcer le TDAH et ses limitations. Autre question qu'on pourra se poser, c'est
Y a-t-il des facteurs de risque ou des facteurs aggravants associés au TDAH? Alors, dans les facteurs de risque, je pense notamment à tout ce qui peut être trouble anxieux. Malheureusement, cela fait partie des choses auxquelles les personnes qui ont un TDAH sont particulièrement fragiles. Et puis, je pense également à tout ce qui peut être comportement potentiellement délétère, comme par exemple le fait de se tourner vers des comportements addicts ou également pour certaines personnes qui ont un TDAH, malheureusement, comme je le disais tantôt, leur hyperactivité peut faire qu'elles peuvent potentiellement avoir des comportements à risque. Voilà, les enfants qui ont un TDAH, par exemple, ils vont être beaucoup plus, entre guillemets, casse-cou. Les adolescents qui ont un TDAH vont être aussi beaucoup plus à aller vers des comportements à risque, comme par exemple essayer de rouler vite ou des choses comme ça. Et tout cela, malheureusement, peuvent être des facteurs qui peuvent entraîner la personne à vivre à ce moment-là des épisodes potentiellement traumatiques. Et donc là, pareil, on regardera est-ce qu'il peut y avoir un épisode de stress post-traumatique qui vient complexifier le profil du TDAH. Tous ces éléments prennent leur sens également dans un contexte environnemental et social bien précis qui peut apporter son lot d'avantages et de limitations bien particuliers et donc dont il faudra avoir conscience et prendre en compte. Autre limite, c'est le fait que le DSM-5 peut donner cette impression un peu d'un TDAH un peu monolithique, j'ai envie de dire, avec des signes bien spécifiques et donc qui arriverait un peu comme une sorte de package, sauf que ce n'est pas le cas. En fait, on pourrait totalement considérer le TDAH comme une sorte de spectre avec évidemment plusieurs degrés, plusieurs variations, bien au-delà des 3 variations qui sont déjà notées dans le DSM-5 qui seraient intensité légère, modérée ou sévère. Et donc, justement, ces variations vont être à prendre en considération. Autre point important, c'est qu'il y a de très grandes variabilités intra et inter-individuelles. Je vous parlais de spectre justement tantôt. En fait, par exemple, pour les variabilités intra-individuelles, il va y avoir notamment le fait que vous soyez un enfant, un adolescent ou un adulte, vous allez présenter un TDAH tout au long de votre vie, mais les manifestations ne seront pas les mêmes. Quand vous êtes enfant, vous allez avoir certaines manifestations. Quand vous êtes adolescent, eh bien, celles-ci vont peut-être perdurer exactement de même ou peut-être qu'elles vont évoluer, peut-être qu'elles vont se modifier, peut-être qu'il y a certains signes du TDAH que vous aviez enfant qui vont varier et ne plus avoir la même présentation à l'adolescence ou à l'âge adulte. Et puis encore une fois, à l'âge adulte, eh bien, on a aussi certaines caractéristiques qui vont se présenter différemment en fonction des contraintes environnementales dans lesquelles la personne évolue. Les adultes ont beaucoup plus de liberté que les enfants, donc ce qui fait que, par exemple, ils auront peut-être d'autres manifestations de leurs troubles simplement parce que, justement, ils sont dans un environnement qui leur octroie plus de liberté que quand ils étaient enfants. Autre point également important, c'est la très grande variabilité inter-individuelle d'une personne à l'autre. Peut-être qu'elles auront les 2 le même diagnostic de TDAH, peut-être le même profil, en tout cas sur le papier, mais dans des environnements concrets de vie, eh bien peut-être qu'elles ne le manifesteront pas de la même manière. Ensuite, autre point important, c'est la question, est-ce qu'on est plutôt face à une dysrégulation ou est-ce qu'on est plutôt face à de l'inattention? Ça, c'est un point assez important à avoir en tête, dans le sens où nous pouvons tous, à un moment donné, manifester des variations de notre attention. Pour autant, nous ne sommes pas tous porteurs d'un TDAH. Et donc, à ce moment-là, ce sera important, justement, quand on fera le diagnostic différentiel, de pouvoir faire cette distinction. Est-ce que c'est plutôt un problème de dysrégulation de l'attention qui survient dans un contexte précis ou est-ce authentiquement un trouble attentionnel qui, du coup, accompagne la personne à différents degrés, mais tout au long de sa vie. Autre point important, c'est le rôle de la stimulation. Euh, Point important, c'est que je vais vous donner l'exemple des jeux vidéo et des activités qui sont considérées par la personne comme étant plutôt attrayantes. Eh bien, en fait, on va repérer que, par exemple, la personne peut consacrer énormément d'heures, par exemple, sur ces activités-là. Elle va être extrêmement focus sur ces activités et pour autant, eh bien, ce sera extrêmement difficile pour elle de maintenir son attention plus de 5 minutes sur d'autres activités. Alors, pourquoi un tel décalage? Eh bien, simplement parce que justement, le TDAH est caractérisé par cette recherche justement de stimulation. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, ça pourra être abordé lors d'une formation plus spécifique, mais
une des caractéristiques du TDAH, c'est justement tout ce qui va être autour des déficits par rapport au circuit de la récompense. Et c'est ça qui pourrait expliquer le fait ces personnes-là soient beaucoup en recherche de stimulation. Et donc, justement, eh bien, les jeux vidéo sont des activités extrêmement stimulantes pour des personnes qui ont un TDAH. Il y a beaucoup d'actions, vous êtes tout le temps sollicité et en plus de ça, vous avez des renforçateurs qui arrivent directement après chacune de vos actions, ce qui est quand même très attrayant. À l'inverse, les activités plus scolaires ou de tâches administratives, eh ben, ne vous offrent pas tous ces retours-là. Et donc, du coup, ce sera beaucoup plus difficile de maintenir sa concentration. Ce sera beaucoup plus coûteux en effort mental, ce qui peut expliquer pourquoi, eh bien, il peut y avoir un tel décalage d'investissement. Donc finalement, si on devait vraiment être attentif à comment la personne utilise son attention et son énergie, eh ben, il faudrait plutôt regarder comment la personne se positionne et comment elle agit face aux activités qui sont non stimulantes ou qui sont ennuyantes. Autre point important, c'est l'intersectionnalité. On va parler un peu là du TDAH au féminin, mais avec justement les manifestations très spécifiques au TDAH chez les femmes. Mais il y a un point important, c'est qu'il y a aussi tout ce qui va être autour des autres points, comme par exemple eh bien, les différences entre les personnes qui vont être porteuses d'autres troubles associés. Je pense notamment aux personnes qui vont avoir à la fois un TDAH et un autre trouble du neurodéveloppement, comme par exemple un TSA, donc un trouble du spectre de l'autisme. Mais il y a aussi un autre point, c'est que les personnes qui, par exemple, sont issues d'un autre groupe ethnique que le groupe européen ou nord-américain sur lequel se sont appuyés les chercheurs pour mettre en place justement les critères diagnostiques du TDAH, eh bien, donc ces personnes-là vont avoir encore une fois d'autres façons de exprimer le TDAH et même par rapport à l'œil que les professionnels vont poser dessus, ce ne sera pas la même chose également. Ça peut également expliquer pourquoi il peut y avoir un retard de diagnostic chez certaines personnes. Alors, autre point très important, c'est aussi les facteurs environnementaux. Comme je vous l'exprimais précédemment, eh bien, en fonction de l'environnement dans lequel vous avez baigné, en fonction des libertés que vous octroie cet environnement, mais également en fonction de l'accueil qui peut être plus ou moins bienveillant ou plus ou moins challengeant que l'environnement vous offre, et puis également en fonction des aménagements que l'environnement est prêt à mettre en place, eh bien, automatiquement, vos manifestations du TDAH ne seront pas les mêmes. Votre façon de vous ajuster et à votre environnement et à votre trouble ne sera pas le même. Et puis, aussi, votre opportunité de gérer vous-même votre énergie et de pouvoir également gérer vous-même vos besoins ne seront pas les mêmes. Et puis ensuite, il y a également tout ce qui va être facteur compensatoire. Parfois, vous allez avoir des personnes qui, à l'âge adulte, en fait, eh bien, vont avoir relativement peu d'impact négatif sur leur vie professionnelle, personnelle et tout ça du TDAH, simplement parce que elles ont mis en place beaucoup de stratégies de compensation, que ce soit des stratégies de compensation du type au travail, par exemple, avoir des horaires plus flexibles ou pouvoir également se tourner vers des activités qui justement les stimulent et dans lesquelles elles peuvent pleinement s'investir, ou que ce soit le fait d'avoir mis en place des stratégies pour pouvoir réguler elles-mêmes leur déficit d'attention ou leur hyperactivité. Autre point également, c'est attention aux confusions. Ça, c'est un point sur lequel il faudra faire très attention au moment du diagnostic différentiel. C'est qu'on peut avoir des troubles qui vont manifester des signes qui pourraient être confondus avec le TDAH, mais qui pour le autant ne sont pas du TDAH. Par exemple, pour ce qui est du côté impulsif. Vous pouvez retrouver l'impulsivité dans des tas d'autres troubles. Par exemple, vous pouvez le retrouver dans le trouble de la personnalité limite. Pour autant, trouble de la personnalité limite n'est pas TDAH, même si les deux peuvent coexister. Et donc, il faudra à ce moment-là faire attention quand vous observerez, quand vous ferez vos diagnostics différentiels, quand vous ferez vos évaluations. Est-ce que cette impulsivité est liée plutôt au TDAH ou est-elle plutôt liée au trouble de personnalité limite? Encore une fois, ce sont des éléments que nous pourrons aborder plus en détail lors d'une formation.
Alors, on va parler du TDAH chez les femmes. Alors, point important, c'est on estime que 7,2% des petites filles et 2,5% des femmes adultes pourraient être concernées par le TDAH. Alors, pour autant, de nombreuses femmes restent sous-diagnostiquées. Donc, les femmes sont sous-diagnostiquées et donc il peut y avoir plusieurs facteurs qui vont expliquer ce sous-diagnostic des femmes. Alors, tout d'abord, il y a une sous-représentation sur le plan historique. Les premières descriptions cliniques du TDAH et donc les premiers signes qui ont permis justement de poser les diagnostics et ensuite d'élaborer des outils justement d'évaluation ont été plutôt conçus sur des populations de garçons, d'adolescents et après d'hommes ayant un TDAH. Ce qui fait que automatiquement, eh bien, lorsque vous vous basez plutôt sur des observations d'hommes ou de jeunes garçons et que vous établissez vos outils diagnostiques et les normes à partir justement des manifestations très spécifiques chez les jeunes garçons et chez les hommes, et automatiquement, vous perdez de vue bien, l'autre versant, c'est-à-dire comment se manifesterait le TDAH chez les petites filles, chez les adolescentes et également chez les femmes adultes. Donc, le fait est que finalement, il n'y a eu qu'une représentation assez récente de ce qu'est le TDAH chez les femmes et également comment il se manifeste de façon très spécifique. Alors, autre point important, c'est que les critères qui ont été établis pour repérer l'hyperactivité et l'impulsivité étaient plutôt basés, comme je le disais, sur des outils d'évaluation qui avaient été conçus et normés sur une population masculine. Autre point, c'est que les jeunes filles compensent et masquent beaucoup plus leurs symptômes. Donc, automatiquement, si vous recherchez des symptômes qui seraient plutôt conformes à ceux des garçons qui vont être assez bruyants, entre guillemets, vous allez perdre de vue les manifestations spécifiques chez les jeunes filles, surtout si celles-ci ont compris et mis en place des stratégies pour pouvoir les masquer. Autre point, il y a également l'effet des changements hormonaux. En fait, il semblerait que chez les jeunes filles et chez les femmes, il y ait des manifestations très spécifiques du TDAH qui ne se mettent en place qu'après la puberté et donc après la mise en route du cycle. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'il va y avoir en fait une réponse à l'amphétamine qui sera très différente selon les phases du cycle, avec une augmentation de l'énergie, notamment de l'énergie mentale, et une euphorie un peu exacerbée au moment de la phase folliculaire, et qui ensuite, a priori, diminuerait sur les autres moments du cycle. Alors, l'autre problème, je dirais, qui est posé par cet élément-là, c'est aussi le fait que les critères établis par le DSM-5 demandent à ce qu'il y ait des manifestations avant 12 ans, sauf que 12 ans, c'est l'âge auquel la majorité d'entre nous commence justement sa puberté et commence à être réglée. Et donc, voilà, le problème à voir établi le critère de avant 12 ans pour les manifestations, ça fait qu'on perd de vue les manifestations qui rentreraient en route ou en tout cas qui deviendrait plus bruyante à partir de la puberté du fait justement des facteurs hormonaux. Et puis après, autre point qui fait que maintenant, par contre, on repère beaucoup mieux le TDAH chez les femmes, c'est le fait qu'on ait une compréhension plus élargie du TDAH. En fait, si on faisait un petit retour historique sur les critères d'évaluation, on verrait que le DSM-5 a quand même beaucoup élargi les critères pour pouvoir poser le diagnostic du TDAH, ce qui fait que des personnes qui avaient très certainement authentiquement un TDAH dans les décennies auparavant, mais qui du coup n'étaient pas repérées, maintenant peuvent justement être identifiés. Autre point très important, le TDAH va aussi se caractériser par rapport aux répercussions qu'il a au niveau des fonctions exécutives. Et là, c'est pareil, c'est des points qu'on va repérer à la fois chez les hommes et chez les femmes, même si les femmes vont avoir tendance à compenser. Et puis enfin, il y a également un autre point qui est assez important, c'est celui également des représentations genrées. Je m'explique. Alors que la majorité des professionnels et du grand public se représentent le TDAH
par rapport aux manifestations du TDAH chez le garçon, et donc vont se représenter le TDAH comme étant plutôt des manifestations très explosives, entre guillemets, avec beaucoup d'hyperactivité comportementale. Chez les jeunes filles et chez les femmes, a priori, les manifestations seront plutôt cognitives. Et il y aura beaucoup plus également de femmes et de jeunes filles qui vont manifester comment dire, de l'inattention. Et donc le problème c'est que si vous avez plutôt cette représentation très genrée autour des manifestations du TDAH plutôt du garçon, bah, vous allez interpréter les manifestations chez les jeunes filles et chez les femmes comme étant des manifestations d'un autre trouble que du TDAH. Je parlais également des biais liés au genre. Il va y avoir énormément de professionnels également qui vont mésinterpréter l'inattention comme étant un signe d'inhibition et de timidité chez les jeunes filles et qui vont se dire, bah voilà, c'est normal qu'elle soit plutôt en retrait. C'est parce que c'est une jeune fille et les jeunes filles seraient naturellement plus timides. Voilà, sauf que, pardon, ce n'est pas une question de timidité, c'est pas une question d'inhibition sur le plan de la personnalité, c'est une question bah, en fait d'inattention, tout simplement. Idem par rapport à certaines manifestations qui vont être plus exacerbées vers l'adolescence avec ces fameux changements hormonaux dont je vous parlais précédemment. Bah, encore une fois, des biais liés au genre. Certains professionnels vont se dire bah, c'est normal qu'elle soit autant exacerbée parce qu'elle est une jeune fille, une adolescente, sauf que bah non, c'est une hyperactivité. Et donc voilà, encore une fois, soyons attentifs et il faut critiquer immédiatement tout ce qui peut être les biais et les représentations liées au sexisme, mais également liées au validisme. Bien, à présent, nous allons parler de l'amour et du couple quand l'un des partenaires ou les deux ont un TDAH. Alors, si on devait faire une petite représentation imagée du TDAH dans le couple, eh bien, j'ai envie de présenter celle-ci. C'est celle, en fait, des montagnes russes. Alors, parce que bien souvent, c'est ainsi. En fait, si vous reprenez avec les couples et que vous refaites un peu l'histoire de la relation, bien souvent, vous allez avoir ce type de réponse, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire qu'au début, c'était le fun, que le partenaire qui avait un TDAH était plutôt perçu comme étant une personne très extravertie, comme étant quelqu'un qui était très positif, avec qui on ne s'ennuyait pas, qui pouvait être très ouvert, que ce soit sur le plan amoureux, à faire du love bombing, ou qui pouvait être très ouvert également sur le plan sexuel et tout ça. Et donc, c'était plutôt vu comme quelque chose assez positif par l'autre membre du couple qui, lui, est plutôt neurotypique. Alors, sauf que, eh bien, le temps passant, la phase de lune de miel passant, et bien, bien souvent, ce qui avait été perçu chez le membre du couple qui a un TDAH comme étant quelque chose de très attrayant, eh bien, progressivement devient quelque chose de plutôt fatigant, voire irritant pour celui qui est neurotypique. C'est d'autant plus vrai si le neurotypique n'a pas conscience ou n'a pas l'information que le partenaire ou la partenaire a un TDAH. Parce que du coup, eh bien, il ne va pas trop savoir comment s'ajuster et il ne va pas trop savoir non plus comment interpréter les manifestations du TDAH chez son conjoint ou sa conjointe. Alors, parfois, les personnes qui ont un TDAH, elles vont être attirées par des personnes qui ont des personnalités totalement opposées. Par exemple, elles vont aller rechercher des partenaires qui sont plutôt organisés, qui sont plutôt calmes et ainsi de suite. Et puis d'autres fois, bah, elles vont plutôt se mettre avec un partenaire qui va aussi avoir un TDAH ou va avoir un autre trouble éventuel qui, du coup, bah, va assez bien fitter avec le TDAH. Par exemple, on peut observer bah, des personnes un a TDAH et puis l'autre, par exemple, a un trouble de la personnalité. Et puis après, bah, comme je vous disais, vous pouvez avoir bah, un qui a un TDAH et puis l'autre qui est une personne neurotypique d'une banalité totale. Alors, finalement, comme je vous disais tantôt, bah, le ou la partenaire qui est neurotypique finira à un moment donné par montrer un certain niveau de fatigue et voire un certain niveau de détresse face à son ou sa conjointe qui a un TDAH. Alors,
il va y avoir à un moment donné une phase d'ajustement du conjoint neurotypique qui va être assez similaire à celle décrite par Kravitz pour les conjoints de personnes qui ont une addiction ou qui ont un TOC. Et donc, ce qu'on va observer, c'est bien souvent, tout d'abord, la personne qui est neurotypique, si elle n'a pas conscience que l'autre a un TDAH, elle va essayer de mettre des explications, des interprétations sur le comportement de son ou sa partenaire. Alors, explications ou interprétations qui ne seront pas forcément justes. Après, dans une deuxième phase, elle va essayer de mettre en place des stratégies de coping par rapport au problème spécifique qu'est le TDAH. Donc, elle va tenter de faire face, elle va essayer aussi de prendre des responsabilités ou elle va essayer de compenser les troubles de son ou de sa conjointe pour pouvoir un petit peu maintenir la paix et la stabilité du couple. Elle va beaucoup essayer également d'éviter toutes les catastrophes qui pourraient être prévisibles par rapport au comportement, par exemple, impulsif ou hyperactif du ou de la conjointe. Et puis, si le partenaire qui a un TDAH, lui, il manifeste des comportements, par exemple, de déni ou de minimisation de la réalité et puis des impacts de son trouble, à ce moment-là, le partenaire, lui, il va aussi s'ajuster et donc, par exemple, soit prendre tout le blâme pour lui ou pour elle-même, soit au contraire, en réaction, va plutôt manifester un comportement conflictuel avec son ou sa partenaire. Et puis enfin, troisième phase, c'est la phase un petit peu que Gravitz nomme le breakdown, c'est-à-dire le fait, on pourrait traduire ça un peu par l'effondrement, c'est-à-dire face au comportement de son ou sa conjointe que la personne neurotypique n'arrive pas forcément à s'expliquer, elle va développer de plus en plus des sentiments d'impuissance, de la souffrance, voire de l'épuisement. Et ça peut se traduire par des comportements de retrait, ça peut se traduire par des comportements d'évitement, mais ça peut également se traduire par des comportements plus disruptifs, comme par exemple le fait de crier, le fait également d'essayer de contrôler l'autre et ainsi de suite. Alors, en face, la personne qui a un TDAH, elle aussi va essayer de s'ajuster parce qu'elle perçoit bien que son ou sa partenaire ne va pas bien, elle perçoit bien que la relation est en péril et donc elle va essayer de s'ajuster comme elle peut avec les stratégies qu'elle a à sa disposition. Donc elle va essayer par exemple de faire preuve d'autocontrôle, mais cela malheureusement va durer qu'un temps parce qu'il faut qu'elle puisse aussi gérer la fatigabilité qui est inhérente au fait de s'autocontrôler. Et puis il va y avoir également le fait que l'hyperactivité ou l'impulsivité aidant, elle peut mettre un terme trop rapidement à la relation pour pouvoir justement soit se préserver, soit en voulant préserver le conjoint qui est neurotypique et qu'elle voit s'épuiser. Alors, ça, c'est vraiment des choses qu'on observera dans les dynamiques de couple lorsqu'il y a un des membres qui a un TDAH, mais un TDAH qui n'est pas forcément diagnostiqué ou alors qui n'est pas bien compris. Et donc, justement, un des défis auxquels on devra faire face en tant que thérapeute, mais également auxquels on devra préparer les membres du couple, c'est le fait de repérer les manifestations spécifiques du TDAH, les dissocier également des autres comportements que peut manifester la personne et puis de pouvoir également comprendre ces fameuses manifestations et puis de pouvoir également comprendre ses propres manifestations à soi, ces manifestations de colère, ces manifestations de tristesse, d'épuisement, ainsi de suite, pour pouvoir trouver après un ajustement. Alors, petite question, qu'est-ce qui peut perturber les relations de couple? Alors, pour ce qui est du TDAH en tant que tel, il va y avoir par exemple tout ce qui est limitation au niveau du fonctionnement exécutif. Par exemple, les personnes qui ont un TDAH, comme j'en parlais tantôt, elles vont avoir beaucoup de difficultés à s'auto-réguler et à s'auto-contrôler, mais aussi à résister aux distracteurs. Ce qui va se produire, par exemple, c'est que il va y avoir une discussion entre les deux conjoints, et puis la personne qui a un TDAH, peut-être qu'elle a très envie de suivre la conversation, sauf que malheureusement, elle n'arrive pas forcément à maintenir son attention, ou maintenir son attention et sa concentration est assez coûteux. Du coup, elle va avoir des moments de rupture attentionnelle. Elle ne va peut-être pas forcément s'en rendre compte. Elle ne va peut-être pas être en capacité de le signifier à son partenaire, qui peut-être s'en rendra compte, ou peut-être ne s'en rendra pas compte, ou s'en rendra compte vraiment bien après. Et à ce moment-là, ce qui peut générer pas mal de conflits entre les deux membres du couple.
Il va y avoir également les problèmes de dysrégulation émotionnelle chez la personne qui a un TDAH. Bien souvent, eh bien, ce sont des personnes qui peuvent avoir du mal à contrôler leurs émotions et donc bah, qui peuvent être à ce moment-là très réactives sur le plan émotionnel. Et donc, des éléments que peut-être une personne neurotypique vivrait comme étant banals, bah, pour les personnes qui ont un TDAH, ça peut très vite prendre de grandes proportions sur le plan émotionnel. Autre point important, les personnes qui ont un TDAH sont beaucoup plus fragiles par rapport aux troubles du sommeil. Je ne vous apprendrai rien en disant que lorsqu'on a un sommeil perturbé, automatiquement, ça va avoir des répercussions sur notre comportement et sur notre capacité d'autocontrôle, nos capacités attentionnelles, nos capacités de concentration et ainsi de suite. Mais il y a aussi un autre point qui peut être également un facteur de stress dans le couple, c'est que beaucoup de personnes qui ont un TDAH ont des troubles du sommeil, mais bien souvent, elles sont ce qu'on appelle des chronotypes du soir, c'est-à-dire que bah, elles vont par exemple ressentir beaucoup plus d'énergie au moment où on arrive sur les heures de fin de journée. Et donc, peut-être que la personne neurotypique, elle, à 22 heures, elle est KO, elle a envie d'aller se coucher, sauf que son conjoint qui a un TDAH, bah, à son niveau, c'est plutôt un moment avec beaucoup d'énergie. Peut-être qu'elle ressentira plutôt la fatigue autour de 3 heures du matin, par contre. Mais en tout cas, voilà, pour elle, ça peut être très compliqué de se dire, OK, je vais aller me coucher avec mon conjoint alors que j'ai l'impression d'être débordant d'énergie. Ou alors, OK, je vais me coucher avec mon conjoint parce que je vois que c'est important pour lui ou elle qu'on se couche ensemble. Mais je vais littéralement passer 3-4 heures à être dans le lit et à avoir toutes mes pensées qui vont fuser dans tous les sens. Et donc finalement, bah ça peut être générateur de stress pour l'un et pour l'autre membre du couple. Et donc, automatiquement, ça peut perturber la relation. Autre point important, c'est l'insatiabilité. Je vous en parlais, bien, on a cette hypothèse que le TDAH pourrait découler de déficit au niveau de justement tout ce qui est circuit de la récompense. Et donc, ce qui fait que les personnes qui ont un TDAH vont être beaucoup dans la recherche de sensations, dans la recherche de stimulation, mais elles vont aussi être assez difficiles, entre guillemets, à satisfaire. Et donc, ce qui fait qu'elles vont beaucoup être dans cette recherche encore plus de sensations. Et ça, pareil, ça peut être difficile à suivre pour la personne qui est neurotypique. Et pareil, ça peut aussi être un facteur de stress dans le couple. Ensuite, il va y avoir l'aspect impulsivité, comme je vous disais. Malheureusement, c'est une des répercussions qu'on observe très souvent dans le TDAH, c'est que les personnes vont avoir tendance à mettre un terme très rapidement à leur relation, probablement plus rapidement qu'elles ne le voudraient elles-mêmes. Et donc ça, pareil, ça peut perturber la relation de couple et ça peut être aussi un facteur de stress entre les deux. On va parler des challenges spécifiques aux personnes qui ont un TDAH dans leurs relations amoureuses et de couple. Alors, comme je vous disais, le TDAH est caractérisé par le fait qu'on va être beaucoup dans la recherche de stimulation. Le fait est que la personne va aussi beaucoup ressentir de la frustration pour elle-même et pour son ou sa partenaire. Dans les problèmes qui sont spécifiquement liés au TDAH, il va y avoir également tout ce qui est autour de la désorganisation, de la distraction. Et tout ça, ça peut être générateur finalement d'une forme de communication qui ne sera pas forcément satisfaisante et pour la personne qui a un TDAH et pour son partenaire et qui peut à ce moment-là bah, être une source aussi de conflit. Euh, je vous parlais de la personne qui peut avoir du mal à garder son attention dans les conversations, bah, automatiquement, ça induit une mauvaise écoute et donc ça induit également un mauvais ajustement à son ou sa partenaire. Autre point également important, bah, c'est que les personnes qui ont un TDAH peuvent aussi donner le sentiment qu'elles ont des difficultés à penser aux conséquences de leur comportement. Elles peuvent donner cette impression aussi qu'elles ne sont pas trop dans l'intimité émotionnelle ou qu'elles peuvent être facilement irritables ou au contraire qu'elles peuvent montrer une hypersensibilité à la critique et potentiellement se montrer également bah, plus dans le retrait ou l'agressivité vis-à-vis de leur partenaire. Donc tout ça, ce sont des choses qui découlent justement des spécificités un peu du TDAH et de comment la personne arrive ou pas à mettre en place des stratégies de coping vis-à-vis d'elle. Et puis, ensuite, eh ben, tout cela, ça va donner un mauvais ajustement dyadique qui va ensuite bah, découler, mais aussi qui va induire de mauvaises attributions et des mauvaises stratégies de coping face aux stresseurs de couple. On estime que 92% des conjoints neurotypiques compensent les difficultés de leur partenaire. Et ça, justement, bah, ça va donner automatiquement bah, des challenges pour la personne qui a un TDAH, pour son partenaire et pour la relation de couple.
Alors, du coup, en TCC, bah, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer justement de repérer comment est-ce que chaque partenaire influence la relation, mais également influence l'autre. Alors, je vous propose du coup de repérer ça par rapport au modèle de l'analyse en chaîne. Donc, l'analyse en chaîne, c'est plutôt lié à la thérapie cognitive dialectique de couple qui a été conçue par Linehan. Et donc, c'est plutôt fait pour des personnes qui ont un trouble de la personnalité limite, donc autre appellation du trouble de la personnalité borderline. Et voilà. Mais en tout cas, ce modèle d'analyse en chaîne peut être parfaitement utilisé pour d'autres styles de relations avec des personnes qui n'ont pas forcément un trouble de la personnalité, mais qui peuvent avoir un TDAH ou un autre trouble. D'accord? Alors, voici comment ça se passe. Globalement, nous allons repartir d'une situation et nous allons regarder en fait ce qui se passe chez l'un et l'autre des partenaires. Donc là, par exemple, on va dire que le partenaire en jaune, c'est le partenaire neurotypique et le partenaire en bleu, c'est le partenaire qui a un TDAH. Et on va regarder donc ce qui se passe au niveau cognitif, c'est-à-dire des pensées, au niveau des émotions chez le partenaire neurotypique et également chez le partenaire qui a un TDAH. Ensuite, nous regarderons comment chacun va ensuite s'ajuster au niveau comportemental. Donc là, j'ai mis en vert parce que c'est le mélange à la fois du jaune et du bleu. Et puis ensuite, après que chacun se soit manifesté au plan comportemental, nous allons regarder ce qui se passe chez l'un et chez l'autre ensuite au niveau des jugements, des émotions secondaires, mais également eh bien, comment est-ce que chacun de ces éléments va influencer ensuite la future dysrégulation émotionnelle et puis les conséquences négatives qui peuvent éventuellement se repérer au niveau du couple. Petit exemple pour que ce soit plus clair, nous allons prendre une situation de conflit incroyablement banale dans un couple, c'est-à-dire la répartition des tâches ménagères. Et donc, nous allons partir d'un élément, ça va être par exemple, on va dire que partenaire numéro un, celui qui est neurotypique, avait demandé à partenaire numéro 2, celui qui a un TDAH, de faire la vaisselle. Donc, le partenaire numéro 2, qui a le TDAH, donc s'était engagé à le faire. Malheureusement, eh bien, c'est une tâche incroyablement rébarbative et la partenaire numéro 2 n'a pas spécialement d'appétence pour cela. Et en plus de ça, par exemple, il s'est laissé ou elle s'est laissée distraire par des éléments extérieurs, par ses propres pensées, n'a pas une très bonne gestion du temps aussi, c'est possible. Et donc, du coup, dans tous les cas, ces éléments-là qui sont très spécifiques finalement au TDAH font que partenaire numéro 2, qui eh bien, s'était engagé à faire la vaisselle, ne l'a pas faite. Donc, situation, partenaire numéro un arrive et voit que la vaisselle n'a pas été faite. Alors, on va faire l'analyse en chaîne, c'est-à-dire, il va y avoir certainement un conflit qui va éclater et donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Au niveau des cognitions et des émotions, partenaire numéro un, peut-être que il ou elle va interpréter cet élément à la lumière peut-être de ses précédentes relations ou à la lumière de l'histoire de la relation qu'il ou elle entretient avec partenaire numéro 2 qui a un TDAH. Donc peut-être par exemple qu'il va avoir certaines pensées du type c'est toujours pareil, je suis toujours obligé de tout faire et peut-être va ressentir bien, des émotions telles que de la frustration, de la colère, potentiellement de la tristesse. Partenaire numéro 2 peut-être se rend compte du problème et pareil, va avoir un certain nombre de cognitions qui vont être assez cohérentes avec la situation, mais également avec son histoire personnelle, mais aussi l'histoire de ses précédentes relations et l'histoire même de la relation qu'il ou elle entretient avec partenaire numéro un. Par exemple, peut-être qu'il va penser des choses comme encore une fois, je vais décevoir mon ou ma partenaire. Je me retrouve à nouveau dans une situation où j'ai peut-être donné l'impression que je ne faisais pas attention à ses sentiments, ou ça peut être aussi des pensées du type bon, partenaire numéro un exagère un petit peu, ce n'est pas si grave, j'avais beaucoup d'autres choses à gérer. Donc, tout cela va donner certains comportements. Donc, ça peut être, par exemple, partenaire numéro un qui peut-être va rentrer en conflit avec partenaire numéro 2. Ça peut être partenaire numéro un toujours qui, par exemple, va se dire, OK, c'est pas grave, je compense et qui va faire la vaisselle à la place de l'autre. Ça peut être aussi partenaire numéro un qui va entre guillemets, acheter la paix, par exemple, en faisant la vaisselle comme tantôt, ou en se mettant en retrait, en essayant d'éviter le conflit, d'une façon ouverte
ou pas, c'est-à-dire soit c'est de l'évitement total et donc par exemple je fais la vaisselle et je ne dis rien, ou je sors de la pièce et je ne m'occupe de rien, ou ça peut être je suis dans un conflit larvé, ou par exemple je fais la vaisselle mais je maugrée pour que l'autre comprenne bien que je ne suis pas content. Encore une fois, il va y avoir des conséquences à cela. Donc, partenaire numéro un, par exemple, qui va émettre un certain nombre de jugements, comme par exemple, c'est toujours à moi de tout faire, avoir des émotions secondaires aussi qui vont découler de ces comportements-là, de son comportement. Partenaire numéro 2, de même, va avoir également des jugements, des émotions secondaires à ce qui se passe. Par exemple, peut-être va remarquer que son conjoint fait la vaisselle et peut-être que ça va renforcer ses pensées plutôt de culpabilité ou ses pensées, je ne suis pas assez bien ou je ne suis pas à la hauteur. Peut-être que ça va renforcer aussi des jugements négatifs qu'il a pu ou elle a pu recevoir précédemment dans d'autres contextes. Peut-être que ça va donner aussi lieu à d'autres émotions secondaires. Par la suite, peut-être aussi que ces émotions, telles que la culpabilité, ou de ce côté-ci, des émotions comme par exemple la colère ou la frustration, vont ensuite rendre plus vulnérables et potentiellement introduire une autre dysrégulation émotionnelle pour une autre situation ou un futur conflit. Dans tous les cas, tout cela risque d'avoir des conséquences négatives sur la relation de couple, par exemple avec chacun pensant que la qualité de la relation est négativement impactée, voire mise en péril par cet élément qui de base est tout simplement il y a de la vaisselle non faite. Voilà, donc en analysant les différentes choses avec chacun des membres du couple, on va justement pouvoir repérer ce qui se passe à l'intérieur de chacun. Ça va permettre à ce que chacun puisse exprimer, à ce que chacun puisse analyser ce qui se passe en lui, mais également puisse exprimer à l'autre ce qu'il se passe et puisse entendre ce qui se passe chez l'autre. Et ça va justement permettre de stimuler l'empathie et la compréhension. Alors, que pourraient apporter les TCC? Alors, tout d'abord, ce qu'on peut travailler à titre individuel en TCC avec des personnes qui ont un TDAH, je vous le donne de façon très rapide car ce sera l'objet d'une future formation où on ira beaucoup plus dans les détails. Donc, on va faire les grands classiques. Tout d'abord, analyse fonctionnelle du comportement. On travaillera beaucoup sur tout ce qui va être résolution de problèmes avec le fait de pouvoir développer davantage de compétences et de stratégies pour pouvoir pallier aux troubles exécutifs. On va également faire un gros travail cognitif où on va reprendre tout ce qui est croyances notamment, mais adaptées autour du TDAH, autour de soi-même. Et puis également, on va faire un gros travail autour de tout ce qui est estime de soi. On va aussi travailler l'impuissance acquise et puis également tout ce qui peut être honte intériorisée, tout ce qui peut être également représentation stigmatisée, intériorisée, parce que ce sont des personnes, surtout les personnes adultes qui sont non diagnostiquées, qui vont avoir subi énormément d'étiquettes négatives de la part de personnes de l'extérieur. Et donc, certaines vont les avoir intériorisées. Et là, il faudra justement pouvoir aller à l'encontre de ces représentations négatives sur soi-même. On travaillera sur l'affirmation de soi, notamment par rapport au fait de pouvoir dire de façon affirmée, voilà, excuse-moi, je viens de me rendre compte que j'avais décroché. Est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit? Voilà, ça c'est une chose qu'on peut travailler en affirmation de soi. Et puis après, il y a des techniques et des programmes qui ont été adaptés pour les personnes qui ont un TDAH. Donc la mindfulness notamment, qui peut montrer de bons résultats. Après, il faut faire attention, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. La mindfulness n'est pas une baguette magique. Et puis sinon, on pourra travailler également avec la thérapie d'acceptation et d'engagement. Pareil, nous en parlerons beaucoup plus en détail lors d'une formation. Et puis, ce qu'on va travailler également, ce qu'on aime bien en TCC, c'est tout ce qui est revue de tâches et notamment, on va travailler sur le fait de pouvoir sortir des comportements de procrastination. C'était totalement ce qu'on pouvait, par exemple, proposer à la personne pour mon exemple de conflit de couple autour de la vaisselle non faite. Mais ça peut bien sûr être proposé, par exemple, sur tout ce qui peut être gestion de l'administratif, gestion des courriels et ainsi de suite. Alors, pour ce qui est du couple en lui-même, eh bien, on va regarder
tout ce qui peut être des indicateurs de bien-être ou de mal-être du couple. Je vous en ai mis quelques-uns qui sont issus, de la littérature scientifique et comme vous verrez, bah, presque 40 ans de travail autour, des TCC de couple a permis de repérer pas mal de signes. Donc ce qui va être un indicateur de bien-être du couple, ça va être par exemple, bah, l'engagement, l'intimité, voire, la passion au sein, du couple. Ça va être également, bah, tout ce qui est autour, du fait de pouvoir, fonctionner ensemble et fonctionner ensemble, ce n'est pas fonctionner l'un à côté de l'autre, mais c'est véritablement fonctionner en, binôme. Alors, autre point important, c'est que tous ces éléments sont à concevoir comme étant des variables affectives, cognitives, comportementales et interactionnelles. Et donc, ce sont autant de choses qu'il faudra évaluer et qui seront nos indicateurs au moment de la thérapie pour voir si nos actions sont effectives. Alors, pour Epstein et Bocco, eh bien, les éléments justement, l'engagement, l'intimité, la passion, ça permet de prédire la longévité du couple, mais ça permet également de prédire le succès potentiel de la thérapie. Et puis, pour Mikulincer et Shaver, qui eux s'appuient beaucoup plus sur la théorie de l'attachement, eux, ils vont parler de 3 systèmes motivationnels et comportementaux qui vont contribuer à la régulation des relations intimes. Ce sera l'attachement, la sexualité et puis l'altruisme. Alors, qu'est-ce qui conduit un couple, par contre, à aller mal? Alors, plusieurs revues de la littérature et plusieurs, études de couple ont permis, de justement avoir quelques éléments de réponse. Alors, je vous cite 2, donc ceux de Hawkins et ses collègues et ceux de Strisi et ses collègues, donc qui sont, comme je vous disais, issus à la fois de revues de la littérature et d'expériences menées sur des couples. Et donc pour eux, ce qui, va conduire un couple à aller mal, c'est l'impression, par exemple, de s'être détaché, d'avoir évolué chacun de son côté, l'impression de ne plus pouvoir communiquer ensemble et puis, l'impression qu'il y ait des inégalités dans la possession et la gestion des finances. Pour Stizy et ses collègues, les 4 facteurs principaux qui vont être à l'origine des demandes de divorce, ce seront le manque d'intimité, le manque de communication, le manque de sympathie, de respect, de confiance et puis également l'impression d'évoluer chacun sur des chemins séparés. C'est assez important d'avoir conscience de ces différents éléments-là parce que malheureusement, les personnes qui ont un TDAH, dans leur couple, elles vont avoir tendance justement à être assez fragiles sur certains de ces éléments-là. Le problème de communication, par exemple, le problème d'intimité. Voilà, si vous avez des difficultés à réguler votre attention, à réguler vos comportements, assez rapidement, vous pouvez donner l'impression à l'autre que vous n'êtes pas dans la communication ou que vous ne souhaitez carrément pas communiquer avec elle, ce qui n'est pas du tout le cas. Pareil, l'impression que chacun se détache et évolue de son côté, bah, idem. Si vous êtes plutôt la personne qui a un TDAH avec cette tendance à l'hyperactivité, bah, peut-être que vous, vous allez beaucoup à poursuivre, des intérêts très spécifiques, là où l'autre qui est plutôt neurotypique, bah, n'arrive pas forcément à vous suivre. Ou, pareil, comme je disais précédemment, peut-être que la personne neurotypique au début, elle trouvait que c'était génial le fait que vous ayez autant d'énergie, autant, d'envie, autant de projets et puis finalement après, bah, elle commence à être fatiguée et puis elle se détache progressivement. Alors, pour ce qui est de la question de pourquoi faire une thérapie de couple, eh bien, il y a plusieurs, éléments de réponse encore. Il peut y avoir le fait de comprendre ses difficultés, identifier tout ce qui est processus cognitifs, émotionnels, comportementaux qui sont à l'œuvre dans les interactions, identifier les styles d'interaction qu'on a dans le couple, et puis aussi identifier tout ce qui est force, du couple et puis tout ce qui pourra être renforcé. Ça peut être aussi comprendre des cognitions qui sont liées au partenaire et à la relation. Et puis examiner tout ce qui est facteurs internes, externes qui peuvent affecter le fonctionnement conjugal. Ça peut être également, comme autre objectif de la thérapie, optimiser le bien-être à l'intérieur du couple. Donc, ça va être identifier à ce moment-là les besoins, les objectifs de chacun des partenaires. Et puis pour d'autres, eh ben, l'objectif de la thérapie de couple, ce sera de pouvoir rompre de façon apaisée et constructive. Alors, les approches en TCC, bah, il y en a eu plusieurs finalement. D'un point de vue très historique, au départ, on a plutôt démarré avec des thérapies de couple purement comportementales, où là, bah, le protocole s'était beaucoup basé sur le fait de pouvoir stimuler et renforcer les comportements positifs de chacun et puis diminuer les comportements négatifs. Ensuite, on est passé sur la vague, donc
plutôt cognitives, où là, c'était vraiment des thérapies cognitives et comportementales. Donc, non seulement on continuait d'augmenter les comportements positifs, mais on allait également changer tout ce qui pouvait être cognition problématique, notamment au niveau des attributions et des attentes. Et là, ensuite, nous passons à la troisième vague avec à ce moment-là des TCC de couple, alors soit qui sont plus intégratives, où on va promouvoir la tolérance, l'acceptation, soit des TCC qui sont plutôt centrés autour de l'émotion, avec comme objectif le fait de pouvoir changer les patrons d'interaction dysfonctionnels, et puis sinon le fait de pouvoir identifier et puis accepter l'expression des émotions et des besoins d'attachement. Alors, on a des dénominateurs communs à toutes les thérapies de couple qui sont plutôt d'obédience TCC. Je vous en donne quelques-uns. Il y a le fait de pouvoir modifier les perceptions de la relation. Donc, comme je vous disais, ça va être le fait de favoriser une perception de la relation qui est plutôt objective, qui va être basée sur le contexte, sur les aspects dyadiques de la relation et moins sur des interprétations et des inférences arbitraires. On va aussi chercher beaucoup plus à développer des nouvelles formes de compréhension des difficultés et de son partenaire et de soi-même et même des difficultés conjugales. Et puis, on va essayer d'unir les conjoints contre un ennemi commun et on va essayer d'externaliser les problèmes conjugaux. C'est-à-dire, on va essayer de sortir de la polarisation moi contre mon partenaire. On va plutôt être en mode moi et mon partenaire, nous sommes une équipe et nous allons travailler ensemble contre nos difficultés. Ce qu'on va faire aussi, c'est beaucoup modifier tout ce qui est comportement émotif dysfonctionnel. À ce moment-là, ce qu'on fera, c'est qu'on va repérer les représentations biaisées sur soi, sur le couple, sur soi dans le couple, sur le partenaire dans le couple, et ainsi de suite. On va travailler également sur tout ce qui est dysfonctionnement émotionnel qui peut entraîner des comportements destructeurs. Et puis, on va essayer également de favoriser la sécurité de l'ensemble des membres du couple et puis de la famille. Et puis, on va, si besoin, se référer à une thérapie individuelle si cela est pertinent. Et puis après, il y a aussi le fait de pouvoir accueillir les comportements émotifs évités. Bien souvent, chaque membre du couple va essayer de s'ajuster, non pas en fonction, de ses émotions et de comment il souhaite les accueillir, mais plutôt en fonction de comment il souhaite, les repousser ou les contrôler. Et parfois contrôler ses émotions à lui ou à elle, mais aussi contrôler celles de son partenaire. Et donc là, au contraire, on va plutôt chercher justement à reconnaître les émotions, reconnaître les besoins qui sont derrière les émotions et les accueillir sans jugement. Et puis, on va essayer de développer des comportements de communication qui sont plus constructifs. Et là, justement, on va chercher plutôt à favoriser l'expression des émotions, des besoins et des pensées. Et puis, on va faciliter également l'écoute active et le soutien empathique chez chacun. Et puis aussi, on va essayer de travailler ensemble sur la résolution de problèmes et l'affirmation de soi. Et puis enfin, on va souligner les points forts et renforcer les progrès de chacun. Alors, les spécificités pour les couples dont l'un des membres ou les deux membres a un TDAH et que l'un ou les deux sont en souffrance, là, ce qu'on va faire, on va beaucoup miser sur tout ce qui est psychoéducation. On consacrera beaucoup de temps à la psychoéducation autour du TDAH si on est face à un couple dont l'un ou les deux membres étaient justement non diagnostiqués ou a une mauvaise représentation de ce qu'est le TDAH. On va aussi beaucoup travailler sur la résolution de problèmes en commun. Et puis ensuite, on va essayer de définir le rôle de chaque membre du couple. Et puis, on va essayer de repérer chez l'autre membre du couple, celui qui est par exemple plutôt neurotypique, quel va être plus spécifiquement son rôle. Est-ce qu'il sera plutôt sur un rôle de conjoint aidant? Est-ce qu'on va plutôt à ce moment-là faire une thérapie qui sera très ciblée sur un problème spécifique? Et donc à ce moment-là, ce qu'on va plutôt chercher, c'est les changements long terme de la relation par rapport au trouble, ou est-ce qu'on va plutôt partir sur une thérapie de couple avec voilà, avec le fait de pouvoir modifier la vision de la relation, modifier les comportements interactionnels dysfonctionnels, diminuer l'évitement, enfin tout ce que je vous exprimais précédemment. Et puis, on va aussi essayer de travailler ensemble sur le fait de pouvoir prendre soin de soi, c'est-à-dire faire du self-care à l'intérieur même du couple pour pouvoir mieux tolérer les comportements négatifs de soi et de l'autre. À ce moment-là, ce qu'on fera, c'est qu'on va examiner les différentes façons de satisfaire ses propres besoins
Et puis, on va aussi travailler sur le fait de pouvoir prendre soin de soi dans les situations aversives. Voilà, on va regarder comment est-ce qu'on peut rechercher du réconfort auprès et du soutien auprès d'autres personnes. Je ne suis pas en train de dire qu'on va chercher un amant, on va chercher plutôt à avoir du soutien de la part des amis, de l'entourage, de la famille. On va aussi chercher à s'affirmer et à stimuler justement tout ce qui est affirmation de soi. Et puis, on va aussi essayer de définir les situations d'une façon différente pour s'extraire de tout ce qui peut être représentation dysfonctionnelle. Alors, les objectifs de la thérapie de couple quand l'un des membres a un TDAH, ce seront les suivants. Déjà, la prise de conscience des impacts du TDAH. On va essayer aussi de rompre l'association TDAH égale la personne. Voilà, on a certes dans le couple un membre qui a un TDAH, mais on ne le résume pas ou on ne la résume pas au TDAH. Ce n'est pas que ça, c'est aussi une personne qui a ses qualités, qui peut avoir ses faiblesses également, qui va avoir également ses hobbies, qui va avoir également ses attraits pour telle ou telle chose, qui va avoir également ses envies, ses rêves, enfin toutes ces choses-là. Et on va aussi pouvoir, distinguer quels sont, les comportements qui sont qui sont spécifiquement liés au TDAH de ceux qui, au contraire, sont des comportements inhérents plutôt à la personnalité. On va aussi identifier tout ce qui est mécanisme d'adaptation secondaire de chaque membre du couple. Et là, notre analyse en chaîne va nous être très précieuse. On va essayer de rééquilibrer les responsabilités également et puis être dans une négociation également respectueuse des différences. Et puis finalement, on va essayer d'avoir du fun ensemble. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'aspect plus psychoéducation, ce qu'on fera, c'est qu'on va essayer aussi de aider les personnes à gérer leurs réactions, qu'elles soient positives ou négatives. Et puis, on va essayer beaucoup aussi de travailler autour de tout ce qui peut être déni ou résistance. Et puis, on va essayer aussi d'encourager à trouver tout ce qui peut être source interne et externe de soutien. Et puis donner de l'espoir par rapport au fait que oui, les changements sont possibles. Et puis toujours stimuler tout ce qui va être motivation au changement. Ok, donc il y aura des sessions dans la thérapie qui se feront avec les membres du couple et il y aura également des sessions où on recevra l'un ou l'autre des partenaires, chacun de son côté. Et donc chacun aura à travailler sur des aspects spécifiques. Donc pour la personne qui a un TDAH, on travaillera beaucoup plus sur tout ce qui est stratégie de coping, sur le fait de pouvoir développer son empathie, le fait de suivre le traitement médicamenteux s'il y a lieu. Et puis également, on travaillera sur tout ce qui est challenger les représentations et puis les conditions dysfonctionnelles. Du côté du partenaire neurotypique, on cherchera beaucoup à travailler autour de tout ce qui est la compréhension du TDAH et des challenges inhérents. On va beaucoup travailler aussi sur le fait d'avoir des attentes réalistes, développer l'empathie également, et puis aussi challenger tout ce qui est représentation et cognition dysfonctionnelle. Et puis ensuite, on se posera la question de est-ce que le partenaire neurotypique doit compenser certaines difficultés de son conjoint et si oui, comment et surtout comment le préserver pour pas qu'il parte en burn-out. Pour les deux membres du couple, on va essayer de repérer ensemble tout ce qui est escalade émotionnelle. L'analyse en chaîne va être un très bon outil pour cela. On va également repérer pour le partenaire qui est neurotypique comment est-ce qu'il ou elle peut s'exprimer avant que chacun soit submergé par ses émotions. Et puis pour les deux partenaires, on va aussi planifier les moments pour aborder les sujets qui sont importants. Bien trop souvent, les couples ont tendance à vouloir aborder les sujets qui peuvent être importants ou potentiellement conflictuels dans des moments où ils se retrouvent. Donc, par exemple, ils vont profiter d'un date commun pour pouvoir aborder ce genre de conflit. Sauf que là, du coup, tout ce qu'on va obtenir, c'est que l'autre membre du couple va se mettre en retrait, ne pas vouloir en parler, voire va vouloir éviter ces moments-là qui pouvaient être sympas parce qu'il va redouter justement que ça devienne des moments où on aborde des sujets conflictuels. Donc là, à ce moment-là, on va se dire, OK, on va planifier les moments où justement on aborde ces sujets importants. Et les moments qui sont plutôt des moments positifs, ils vont être préservés et on ne fera pas ce genre de sujet à ce moment-là. Et donc, on va avoir à ce moment-là un agenda partagé, on va se mettre d'accord sur ce qui sera discuté, on va aussi établir les attentes de chacun, trouver un accord aussi sur le temps pour réaliser les différentes choses, et puis on va beaucoup aussi encourager les feedbacks positifs. Donc voilà, tout ça, ça se fait sur des temps qui sont préalablement définis.
Et puis ensuite, on va aussi beaucoup chercher à sortir de tout ce qui est cercle vicieux, colère, évitement. Voilà, les partenaires évitants doivent davantage s'exprimer. Les partenaires qui sont plutôt colériques, voire impulsifs, doivent apprendre à mieux parler. Et là, pareil, ce sont des choses qu'on pourra travailler à la fois en session de couple et en session individuelle. Et puis, on va aussi travailler sur le développement de la collaboration. Je vous parlais précédemment justement de comment est-ce que le membre du couple qui est neurotypique peut justement compenser. Bah, on va regarder justement, est-ce que c'est forcément ce qu'on va attendre de lui? Est-ce que ce sera vraiment sa mission? Et puis ensuite, on va regarder comment est-ce qu'on peut, si c'est le cas, diviser les différentes tâches. Voilà, il faudra attendre que parfois, bah, oui, peut-être que chaque membre du couple pourra faire 50-50, mais peut-être que parfois, bah, ce sera 55-45 et parfois, bah, il faudra accepter que ce soit 70-30. On va repérer aussi et réparer la confiance. Voilà, parce que malheureusement, bah, cette confiance entre chaque membre peut avoir été abîmée, que ce soit suite à des difficultés spécifiques au TDAH ou à d'autres. Et donc, justement, ce sera à identifier et développer et réparer. Et puis, on va accepter aussi de tolérer ces émotions, notamment lorsqu'il y a des conflits. Et puis après, on va fixer des limites. Et puis ensuite, pour conclure, on va aussi bien se disputer. Et donc là-dessus, eh ben, on pourra notamment adresser le déni avec le modèle FEAR de Gravitz. Donc FEAR pour False Evidence Appearing Real, c'est-à-dire des fausses preuves qui peuvent paraître réelles. Et donc là, à ce moment-là, ben, on va reprendre qu'est-ce qui a pu être générateur de conflits et de disputes et on va relier les comportements problématiques aux bonnes causes. Est-ce que ces comportements-là découlaient du TDAH ou étaient-ils liés à autre chose? On va travailler sur les cognitions dysfonctionnelles, notamment tout ce qui peut être rationalisation, attribution causale, étiquetage. Et puis, on va reconnaître l'émotion sous-jacente et puis s'adresser à elle. Et surtout, on veillera à ne pas confondre les comportements, c'est-à-dire ne pas confondre, par exemple, procrastination et déni, ne pas confondre évitement et volonté de ignorer l'autre. Et puis pareil, ne pas confondre inattention avec désintérêt. Et puis enfin, bah, pour bien se disputer, à la fin, il faut qu'on puisse trouver un accord. Donc par exemple, encore une fois, retrouver quel est l'impact du TDAH sur l'individu, sur la dynamique de couple. On va aussi développer la connaissance de soi et de son partenaire. On va travailler beaucoup sur l'autorégulation émotionnelle et puis surtout, on essaiera de développer tout ce qui est l'honnêteté envers soi-même, envers son partenaire et le fait de pouvoir tolérer l'honnêteté de la sienne et de son partenaire. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que cette conférence vous a plu et j'espère qu'elle vous aura donné envie d'en apprendre plus et de vous former sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à contacter directement la PTCCB à contact.aptccb@gmail.com. Voici un petit tour autour de la bibliographie. Donc, bibliographie autour des relations de couple, mais également autour du TDAH. Et si jamais vous êtes une personne concernée ou un thérapeute qui accompagne des personnes concernées, je vous encourage à aller regarder ces deux sites. Donc, le premier, strictement en anglais, c'est ADHD and the Marriage avec beaucoup de tips autour justement des relations conjugales. Et le second, c'est celui d'Alexandra Sturer avec qui nous avions déjà fait une conférence sur le TSA. Donc, Alexandra Sturer qui est père aidante, mais qui est également thérapeute, notamment thérapeute ACT et qui accompagne les personnes qui sont concernées par la neurodiversité. Voilà, je vous remercie et vous souhaite une bonne journée.